Je m'appelle Manon, j'ai 29 ans et ça fait 15 ans que je fume. J'ai fumé des cigarettes classiques, des slims, des roulés. Et puis récemment, je me suis mis à la cigarette électronique. Je me suis fait avoir par toutes ces lorsque j'étais au lycée. J'avais l'impression de faire partie du monde des grands, d'être libre. Mais tout ça, c'était qu'une illusion. Et depuis, comme ces 3,6 millions de Français qui vapotent, j'arrive pas à décrocher. Ce qui nous empêche d'arrêter, c'est cette putain d'addiction à la nicotine. Ah oui, j'oubliais. Je suis journaliste d'investigation. Je réalise des documentaires sur des scandales environnementaux. Pesticides, polluants éternels, métaux lourds. Mais le plus gros scandale, je le fume sans y penser. Il y a quoi exactement là-dedans? Ok, c'est peut-être moins nocif que la clope. Mais est-ce que c'est vraiment sans danger? Je veux entendre le vrai discours, comprendre les tactiques et m'approcher au plus proche de celles et ceux qui font tout pour nous vendre ces cigarettes électroniques. Et pour ça, je vais infiltrer l'industrie de la cigarette. En commençant mes recherches sur la clope électronique, je n'avais pas imaginé que j'enquêterais sur les grands noms de l'industrie du tabac. Déjà, premier scoop. Les grandes marques de clopes détiennent ensemble la plus grosse part du marché mondial de la cigarette électronique. British American Tobacco, fabricant de Vogue et Lucky Strike, a notamment conçu Vuse. Imperial Brands, maison mère de Gauloise et Gitane, a inventé entre autres Blue. Japan Tobacco International, producteur de Camel et Winston, a mis au point Logic et Plume. Philip Morris International, détenteur des cigarettes du même nom et de Marlboro, a créé Vive et IQOS. Les 4 plus grands cigarettiers, en grande partie responsables des 75 000 morts liées au tabagisme en France chaque année. La première cause de décès évitable. Ces mêmes cigarettiers investissent désormais pleine balle le secteur prometteur de la cigarette électronique. Tous l'affirment. Fini la clope. Ils sont pour un avenir sans fumée. Place à une France sans tabac. Oui. Des cigarettiers qui ne veulent plus vendre de cigarettes. C'est quoi cette histoire? Pour comprendre, je veux parler avec la crème de la crème. Philip Morris, le numéro uno, leader incontesté et incontestable. 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025. La marque des cow-boys est désormais le champion des alternatives à la clope. Alors avec mes collègues journalistes, on a bien envoyé une demande d'interview pour en savoir plus. Sans réponse. Mais c'est mon jour de chance. L'entreprise cherche du renfort pour ses équipes dédiées à ces alternatives à la cigarette. Une offre de stage attire mon attention. Assistant Brand Content. Assistante en charge d'améliorer efficacement l'image de marque. Moi aussi, je veux contribuer à ce projet incroyable. Participer à une révolution? Je dis oui. J'envoie mon CV et ma lettre de motivation. Madame, monsieur, je souhaiterais présenter ma candidature pour un stage au poste d'assistant brand content chez Philip Morris International. Au fil de mes expériences, j'ai compris mon intérêt pour les métiers de la communication. En l'attente de votre réponse, je vous prie de croire à l'expression de mes respectueuses salutations, Manon. Et là, truc de ouf. Ma candidature est retenue. Je décroche un entretien en visio. J'enregistre discrètement. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre disponibilité ce matin. La direction du groupe a fait le choix d'avancer ce virage à 180 degrés et de commencer donc à proposer des solutions alternatives à la cigarette. Pour le coup, dans ce genre d'équipe, vous êtes au cœur de la transformation parce que c'est vraiment sur les nouveaux produits que vous seriez amené à travailler.
Écoutez, moi de mon côté, c'est tout bon pour aujourd'hui. Je pense que dans les prochains jours, on va vous recontacter pour organiser un échange. À bientôt, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Quelques semaines plus tard, je suis embauchée. C'est mon premier jour dans le quartier de la Défense, le début de ma carrière dans le monde des affaires. Je vais tout filmer en caméra cachée. Et pas de doute, je suis bien arrivée. Bonjour. Manon, tu vas bien? Bien et toi? Bienvenue au siège. Je vais te faire un petit tour. Des portes d'ascenseur en mode paquet de cigarettes géant. Une entrée siglée de la nouvelle devise de l'entreprise, pour un monde sans fumée. Et un faux bureau de tabac, avec tout plein de cigarettes électroniques Philip Morris. Là, en fait, c'est relation de notre espace de test. Donc, c'est créer un faux bureau de tabac, le ramasse-monnaie, le sticker, le chevalier, etc. On teste tout, pardon. Je suis prête à commencer ma formation. En tant que bonne stagiaire en communication, je dois d'abord m'imprégner des valeurs et des éléments de langage de l'entreprise. Alors, PMI tient avec un employeur exemplaire, une entreprise citoyenne. Accrochez-vous, ici, on aime le franglais. We care, we are better together and we are a game changer. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre soin de nous, les uns des autres, mais aussi soin de nos consommateurs, justement, en leur proposant les meilleures alternatives. Les meilleures alternatives, les voici. Les deux produits stars de Philip Morris. La cigarette électronique de e-liquide Vive et la cigarette électronique de tabac à chauffer, IQOS. Ici, tu as Vive. Donc ça, c'est la Vive One qui s'utilise en fait avec des pods qui contiennent du liquide en fait. Donc ça, c'est la cigarette électronique rechargeable, réutilisable. Et après, donc, tu vas avoir IQOS, un appareil qui chauffe le tabac. On n'utilise pas de liquide. Philip Morris réalise déjà 39% de son chiffre d'affaires grâce à ses alternatives à la cigarette. L'objectif, c'est d'atteindre 50% d'ici 2030. Et pour y arriver, la multinationale a besoin de nouveaux vapoteurs, faciles à fidéliser, et pas n'importe lesquels. Un collègue en visio m'explique. La marque cherche à cibler en cas de vente avant, la marque cible ça parce que c'est des gens qui sont déjà consommateurs de nicotine et qui sont encore dans le mazo. Ils acceptent de changer de zone et d'esprit à se louer, ou ils acceptent de tester. Oui, les gens vont en âge plus, ont des habitudes, se remarquent moins et ils ne sont pas en plein âge de changer. Philip Morris viserait donc des jeunes comme moi. Mais les jeunes comme moi, on va se l'avouer, on se pose tous la même question. La cigarette électronique, c'est toxique ou pas? Je demande à une collègue. C'est complètement anodin ou pas? En fait, le plus dangereux, c'est la combustion. Et la combustion, c'est le fait de brûler le tabac, et c'est ça qui va générer des composants nocifs. Donc, quand tu vas avoir une cigarette, tu vas brûler la cigarette, et c'est ça qui va délivrer les goûts de rhum, le monoxyde de carbone, etc., etc. Avec IQOS, on ne brûle pas. Ok. On va le chauffer à 350 degrés. Et sur la cigarette électronique, c'est la même chose. Comme on ne brûle pas, on réduit aussi les composants nocifs. Donc, tu n'auras plus de fumée, parce que ça va être de la vapeur. Tu n'auras plus d'odeur persistante, parce que ça va plus sentir le tabac froid. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très droit dans nos votes. On peut dire que c'est une meilleure alternative à la cigarette. Ok. Ok. En tout cas, ici, tous les salariés ont l'air convaincus. La preuve, chaque employé est fier d'être un ambassadeur de la marque. Et c'est pratique, on peut même vapoter à l'intérieur. Moi-même, j'ai envie d'y croire. Mais quelques jours plus tard, à la pause déjeuner avec les collègues, les langues se délient. Clairement, la cigarette électronique, c'est un piège.
sais, j'étais tellement malade mental que moi, quand j'étais allongé dans mon lit, je faisais en sorte de mettre des systèmes pour qu'en gros, la Bible, je l'utilise sans mes mains, en fait. J'allais, en gros, avec ma bouche, tu t'endors sur le côté, t'es comme ça. Allez, je prends une dernière taf, et en fait... Ah ouais, carrément. Ouais, c'est chaud, hein. Vraiment. En fait, la cigarette électronique, j'ai l'impression que ça On devient un peu. C'est vrai, 40 ans avant de voir les vrais effets sur la santé. Un cancer et un cancer. Ouais. En vrai, ils sont loin d'être les seuls à s'inquiéter des effets de la cigarette électronique sur leur santé. Sur les réseaux sociaux, des dizaines d'utilisateurs partout dans le monde affirment tomber malades à cause du vapotage. J'ai une douleur au thorax. Et j'en suis sûr, c'est à cause des puffs. Je commence à avoir très mal au poumon, du mal à respirer, des nausées. J'ai attrapé une infection pulmonaire à cause des puffs et je peux vous assurer que j'ai tellement mal. Le chirurgien, il m'a dit « Ah, c'est bizarre, apparemment que je suis pas le premier cas d'un jeune vapoteur qui reçoit un pneumothorax. » Tout ça, c'est à cause du vapotage. Donc s'il vous plaît, ne vapotez pas. La cigarette électronique est-elle responsable de tous ces problèmes? J'avoue que je sais plus trop quoi en penser. Chez moi, je reprends mes réflexes de journaliste d'investigation. Je parcours les études scientifiques sur les effets sur la santé de la cigarette électronique. Et je tombe notamment sur une toute nouvelle recherche. Celle d'un chercheur français, professeur à l'université de Manchester, spécialiste des fonctions cardiovasculaires. Allez, accélère, 60, allez. Maxime Boisdin. 156, 78. Grâce à une épreuve d'effort physique et des mesures au niveau des artères, le chercheur compare la santé cardiovasculaire de jeunes fumeurs, de non-fumeurs et de vapoteurs. Comme Marine, une vapoteuse française. Ok. 3, 2, 1, c'est parti, jusqu'au poignet. Ce qui n'est pas connu, c'est l'effet de la cigarette électronique sur la qualité de l'artère. Et avoir une mauvaise qualité d'artère ici est synonyme d'une mauvaise santé cardiovasculaire de façon générale. Et peut prédire à long terme les infarctus, différentes maladies chroniques et aussi prédicteurs de mortalité. Une artère endommagée va avoir son diamètre qui va diminuer au fur et à mesure du test. Donc par exemple, chez Marine, si on regarde bien l'ensemble du diamètre, on voit qu'au fur et à mesure du test, jusqu'à la fin des 3 minutes, on voit que l'artère diminue tranquillement son diamètre. Au-delà du simple cas de Marine, 60 personnes en bonne santé participent à cette étude. Moyenne d'âge, 26 ans. Et les premières conclusions sur les effets à long terme chez les vapoteurs ne sont pas rassurantes. Le fait de vapoter est associé à une santé cardiovasculaire détériorée, au même titre que le fait de fumer. Le problème de la cigarette électronique, c'est surtout chez les jeunes, parce que quelqu'un qui n'a jamais fumé ne devrait jamais commencer à vapoter. Vous, ça vous fait quoi d'entendre ces résultats? On dit que c'est moins dangereux, donc j'aurais pensé que mes résultats auraient été meilleurs. Et donc du coup, maintenant, ça m'inquiète, il faut que j'arrête au plus vite. Au final, je l'ai toujours à la main. Partout où je vais, même si c'est juste pour prendre une taf, 2 tafs, c'est constant. Je le sens au niveau pulmonaire, c'est pire. Quand je fais du sport, je suis vraiment essoufflée rapidement comparé à avant. Et je trouve que ça s'est vraiment dégradé. Donc oui, ça m'inquiète, oui. Maxime Boisdin est-il le seul scientifique à arriver à ce genre de conclusion? Spoiler alerte? Partout dans le monde, de nombreux chercheurs alertent désormais sur les risques des cigarettes électroniques sur la santé. Je les contacte. L'aérosol de cigarette électronique est composé de mélanges chimiques super complexes. Il contient des centaines, voire des milliers de produits chimiques différents, comme les acétaldéhydes ou le formaldéhyde et d'autres substances. Des métaux toxiques, comme le cadmium, le nickel. Et donc les cigarettes électroniques contiennent de nombreux perturbateurs endocriniens. On observe un risque plus élevé de ce type de symptômes asthmatiques. Il y a potentiellement des risques
bronchopulmonaires, des risques cardiovasculaires et des risques de cancer chez les utilisateurs de cigarettes électroniques au long cours. Espérons que nous n'aurons pas à attendre 5 ou 6 décennies, comme ça a été le cas pour les cigarettes, pour vraiment comprendre les effets à long terme. Même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la référence, le dit. Les données indiquent que ces produits ne sont pas sans danger et sont nocifs pour la santé. Il est cependant trop tôt pour avoir une idée précise des conséquences à long terme. D'un coup, j'ai plus trop envie de vapoter. Je reprends le chemin de mon stage. Qu'importe ces études scientifiques ou la mise en garde de l'OMS. Bonjour. Philip Morris veut augmenter les ventes de cigarettes électroniques. Et la priorité, c'est l'IQOS. C'est sur ce produit que je vais travailler en particulier. Donc là, nous avons notre chargeur de poche, notre stylet. L'idée, donc, ça va être de prendre une autre charge de tabac que je vais venir mettre à l'intérieur. Donc, c'est toujours filtre vers le haut. Ouais. Tu vas d'abord mettre juste ici, sans appui. Si l'IQOS cartonne déjà en Grèce et en Italie, la France est complètement à la ramasse. Notre pays est le prochain marché à conquérir. Et pour attirer de nouveaux clients, les salariés n'ont qu'un seul chiffre à la bouche. 95%. Ça réduit de 95% les possibilités qui viennent dans une mobile cigarette. En chauffant le tabac, il y a 95% des composants nocifs en moins. Avec l'IQOS, c'est 95% de composants nocifs en moins. 95% de composants nocifs en moins? C'est vrai cette histoire? Pour avoir la réponse, direction la Suisse. Aurélie Berthet est toxicologue et Isabelle Jacot, médecin. Ces scientifiques ont voulu en avoir le cœur net. La promesse de Philip Morris sur l'IQOS, 95% de composants nocifs en moins, est-elle vraie? Pour le savoir, elles ont disséqué les émanations de l'IQOS grâce à un faux poumon. En fait, ici, vous avez la seringue qui simule en fait le poumon du fumeur. Alors après, en fait, on analyse beaucoup de produits chimiques pour savoir en fait qu'est-ce qu'il y a dans les émissions et savoir qu'est-ce qui est toxique, à quelle concentration. On veut vraiment savoir à quoi est exposé le fumeur quand on l'ouvre. Eh bien, quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. À droite, la recharge de l'IQOS avant utilisation, intacte. Et à gauche, après utilisation. On voit que c'est noir, vraiment brûlé, avec les filtres qui sont quand même jaunes. Pour elle, plus aucun doute. Il y a bien une réduction des produits chimiques par rapport à la cigarette. Mais attention, là est la nuance. La dangerosité, elle, resterait bien élevée. Il y a quand même toujours les mêmes composés qui sont cancérigènes, notamment des cancérogènes qui sont sans seuil. Ça veut dire que dès qu'on est exposé, il peut y avoir un impact en fait sur nos cellules. Ce type de produit contient des nitrosamines spécifiques du tabac qui sont des cancérigènes, contient par exemple aussi des métaux lourds, des substances radioactives. Donc on fait toute une série de substances nocives, même avant la combustion. Cette conclusion ne va pas du tout, mais alors pas du tout plaire à Philip Morris. La scientifique nous raconte, encore un peu sonnée, comment la multinationale a fait pression sur sa hiérarchie pour tenter de dépublier son étude. Alors, quand on a sorti l'étude, en fait, on a eu une lettre de Philip Morris qui nous a demandé de rétracter notre étude. Vous réagissez comment dans ces cas-là? Ça a été un peu difficile comme nouvelle parce que ça a été une grosse remise en question de savoir qu'est-ce qu'on avait fait de faux.
a repris point par point toutes leurs critiques. Et puis finalement, ça s'est avéré qu'il y avait une autre étude indépendante qui est sortie en même temps au Japon qui donnait les résultats similaires à ce que nous, on obtenait comme résultat, ce qui nous a aussi conforté. In fine, j'étais rassurée parce que finalement, on a présenté des résultats qui étaient justes. Malgré cette tentative de décrédibilisation, les chercheuses avaient tout bon. Depuis, l'OMS est carrément allée plus loin. La réduction de l'exposition à des produits chimiques nocifs contenus dans les produits du tabac à chauffer ne les rend pas sans danger et ne se traduit pas non plus par une diminution des risques pour la santé humaine. J'avoue que j'y vois plus très clair. J'ai besoin de l'éclairage de quelqu'un qui connaît bien le secteur, comme Martin Drago, de l'association Contre-Feu, qui lutte contre l'industrie du tabac. Il faut bien se rappeler qu'il y a encore pas longtemps, dès 90, début des années 2000, l'industrie avait du mal à reconnaître que les produits du tabac avaient un effet directement cancérigène et provoquaient la mort de ses clients. Et l'objectif de l'industrie du tabac, c'est de renouveler sa clientèle. Donc en fait, elle a besoin de vendre cette nicotine et de rendre addict de nouvelles personnes. Donc si la consommation des produits du tabac classique descend, en fait, il faut rechercher de nouveaux consommateurs ou de nouvelles consommatrices. Et donc c'est pour ça qu'elle va développer des nouveaux produits pour essayer de se renouveler. Et d'ailleurs, on voit malheureusement que les ados et les jeunes, voire très jeunes, sont intéressés par ces produits. C'est-à-dire des gens qui ne consommaient pas du tout de nicotine, qui n'avaient pas un problème de sevrage tabagique et qui se mettent à consommer ces produits. Et pour les inciter, les cigarettiers miseraient tout sur des stratégies de com agressives, malgré les réglementations. Ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas faire de publicité directe ou indirecte ou de promotion pour les produits du vapotage, comme la cigarette électronique. L'industrie, elle en est pleinement consciente. Et pourtant, on a vu que sur des réseaux sociaux, sur Instagram, l'industrie le fait. Par des bons d'achat, par des invitations à des concerts, par des offres promotionnelles, etc. En fait, on voit qu'elle utilise des influenceurs aussi. Et ça marche. D'après Martin Drago, entre 2019 et 2024, les contenus des cigarettiers pour promouvoir leurs alternatives à la clope ont permis de toucher plus de 24 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Des influenceurs comme Dylan Thierry, 1,7 million de followers à l'époque, ou l'humoriste Jérôme Niel, ont par exemple été invités à un match de basket par Blue, la cigarette électronique détenue par le groupe qui vend des gitanes et des gauloises. D'autres influenceurs s'affichaient carrément comme ambassadeurs des Vapes, la cigarette électronique du fabricant des Lucky Strike et des Vogue. Depuis, ces pratiques ont été définitivement interdites par la loi française. Philip Morris n'a jamais eu recours aux influenceurs en France. Mais attendez, l'entreprise préfère une autre tactique, tout aussi redoutable. Chez nous, c'est marketing de l'ombre et agilité. Tu dois contourner les contraintes juridiques pour essayer de véhiculer un message. Donc, pour moi, c'est du marketing de l'ombre dans le sens où c'est énormément de travail pour sortir un truc et c'est beaucoup de stratégies de détournement finalement, tu vois. Marketing de l'ombre ? Au moins, c'est assumé. Démonstration avec cette publicité IQOS sur laquelle je dois travailler pour le Black Friday. Vous avez remarqué, on ne voit que l'appareil électronique et pas les recharges. Parce que faire de la pub pour les recharges, et donc sur du tabac, c'est archi illégal. Mais d'après Philip Morris, faire de la pub uniquement sur l'appareil électronique, juridiquement, c'est comme une pub pour un smartphone, pas de problème. Sauf que l'IQOS, sans les recharges, ça sert à rien. Et voilà. C'est validé. Et c'est en ligne. Mais ce n'est pas fini. Sur cette pub d'IQOS, aucune mention de Philip Morris. Ah si, pardon, tout en bas, là. Et là, juste ici, en tout petit. C'est une autre astuce du marketing de l'ombre. Restez discret. On ne veut pas que ça, ce soit affilié aux cigarettes. On est sur une alternative sans combustion, ça n'a strictement rien à voir avec la cigarette, et on veut vraiment séparer les images
Marlboro est l'alternative à la cigarette. Ça pourrait embêter certaines personnes d'avoir le lien entre IQOS et Philip Morris, Marlboro et tout. Aujourd'hui, les anti-tabac, on peut leur donner de rien, donc potentiellement, ouais. La personne pourrait se dire, parce que demain, ils vendent des Philip Morris de Marlboro et derrière, ils vendent des alternatives, donc potentiellement. Ouais. Ce n'est pas la première fois que Philip Morris a recours à ce genre de stratagème. Et la multinationale est loin d'être la seule des big tobacco à le faire. Seulement, les associations anti-tabac s'en sont vite rendues compte et les attaquent régulièrement en justice pour publicité illicite en faveur du tabac et du vapotage. Mais pas de quoi inquiéter la multinationale pour l'instant. Ça peut prendre 10 ans, jusqu'à 10 ans un procès. Ce qui fait qu'entre-temps, il y a de l'incertitude, mais on continue nos activités, on essaie de maîtriser le risque, mais c'est compliqué. Je vais pas te mentir, on n'est pas dans une période qui est très très bonne parce que les condamnations elles viennent de tomber. Donc là, notamment en cour d'appel, donc voilà, on a re-challengé. C'est-à-dire qu'après la cour d'appel, la cour de cassation, pendant ce temps-là, la condamnation est suspendue. En attendant, on va pas arrêter le business parce qu'on a une condamnation. Tu vois, c'est ça. Chez Philip Morris, time is money. Le temps, c'est de l'argent, quitte à prendre des risques. Si tu récidives, t'es condamné. Le risque, c'est des amendes financières, c'est jusqu'à 500 000 € d'amende. Mais en cas de récidive, c'est beaucoup plus, on parle en millions. Ah oui, ok. En cas de récidive. Et alors tu peux aller jusqu'au product ban, c'est-à-dire l'interdiction de commercialiser le produit. Mais pour éviter d'en arriver là, Philip Morris a mis au point une stratégie plutôt surprenante. Mettre les voiles le plus loin possible des associations anti-tabac. C'est bête, les associations n'ont pas beaucoup d'argent, donc elles ne voyagent pas. Et en fait, il y a aussi qui sont basés à Paris. Ouais. Et donc souvent, qu'est-ce qu'ils vont voir? Les points de vente à Paris et les machins. Donc du coup, ce qu'on a pas mal tendance à faire, on teste sur une ville qui est moins exposée. Donc c'est en gros, on lance tel ou tel produit dans telle ville parce qu'on sait qu'on est moins exposé. Cette ville moins exposée, c'est Bordeaux. On va parler de Bordeaux, parce qu'on teste tout à Bordeaux pour après justement pouvoir étendre ailleurs. Ok. Pourquoi Bordeaux? Ah bah Bordeaux, je peux plus rien faire. Avec les anti-tabac, je peux plus rien faire. Et là, l'idée, c'est d'être vraiment focus parce qu'on est en train de lancer plein de choses en gros. Trouver le bon écosystème pour après mettre partout au niveau national. Bordeaux, c'est le laboratoire de Philip Morris. Là-bas, on ose prendre des risques. Un max de visibilité chez les buralistes, des pubs web géolocalisées, mais surtout, le Graal, organiser des animations dans des bars de Bordeaux. Notre objectif, c'est de trouver le moment où le consommateur est le plus disponible. C'est pour ça qu'on appelle LAMPS. LAMPS, l'acronyme de LAMPS, c'est Legal Age Meeting Point. Donc c'est des moments où on peut rentrer en interaction avec le consommateur. On a plusieurs lignes. Un LAMPS, ça peut être un bar, un restaurant, une boîte de nuit, peu importe. C'est en gros le consommateur adulte. C'est sur un moment où il a plus de temps. Donc les hôtesses qui sont plutôt sympathiques. On a travaillé un speech qui fait que dans l'approche, ce soit assez friendly, mais on est censé faire de la publicité en dehors d'un point de vente revendeur de produits nicotiniques. C'est touchy. On prend des risques. Non, mais ça c'est chaud quand même, on fait un peu de la promotion quoi. Là, tu vas aborder des gens pour leur dire venez essayer à gosser. Des hôtesses dans des bars qui feraient la promotion de cigarettes électroniques? C'est quoi ce délire? Je m'éclipse des bureaux et j'appelle en douce Marika. Elle habite Bordeaux et bosse souvent avec moi. Hello, ça va? Mais ouais, c'est pas toi. Ouais, super. Dis-moi, est-ce que tu peux me rendre un petit service, s'il te plaît? Apparemment, Philip Morris organise des soirées dans des bars à Bordeaux pour vendre sa nouvelle cigarette électronique IQOS. Est-ce que tu pourrais aller voir et me dire ce qui se passe? Ouais, bien sûr, je te tiens au courant. On est jeudi. La soirée a lieu dans un bar sur les quais. Marika va s'y rendre pour moi avec des potes. Bonjour.
Elle filme discrètement avec son téléphone. 3 hôtesses viennent lui parler. Il y a une animation qu'on s'appelle IQOS. C'est une alternative à la cigarette moins nocive. C'est vraiment comparable à une cigarette. On voit en fait ce tabac, on va venir le chauffer. Ok. On va le chauffer à un degré qui ne permet pas qu'il est brûlé. En fait, 95% des animaux sont nocifs. À quel point? C'est 95% moins dangereux qu'une cigarette normale. De la plastique pour continuer à fumer de l'enfer. C'est vraiment le... Marika joue le jeu. Elle achète plus tard un IQOS et laisse ses coordonnées. Le lendemain, elle reçoit un SMS. Puis, plus tard, un mail. Puis un autre SMS. Et ainsi de suite. Jusqu'à l'appel d'un coach. Allô? Bonjour Marie, voilà, je suis c'est simplement pour proposer un coaching, un accompagnement. Pour m'aider à arrêter de fumer? Absolument pas. Absolument pas. C'est à l'époque de pas un dispositif d'arrêt du tabac. C'est une autre façon, d'accord, d'utiliser les produits nicotiniques. Ce qu'on propose, c'est uniquement un coaching dans l'utilisation de l'appareil IQOS. Un coaching pour apprendre à mieux consommer l'IQOS? Tout est bon pour essayer de la convaincre. Cette stratégie, Philip Morris l'a mise en place il y a environ 2 ans à Bordeaux. Et ça cartonne. Ce matin au siège, la direction de Philip Morris vient nous féliciter. À Bordeaux, nous avons atteint le niveau record de part de marché. C'est très prometteur et nous pouvons être fiers. Bravo à l'équipe de Bordeaux. Ne baissons pas les bras. Nous continuons à apprendre et à nous améliorer. Je pense que ce n'est pas du temps perdu et que ce n'est que le début. Il y a de quoi être fier. Philip Morris a donc décidé de dupliquer cette stratégie gagnante pour toute sa gamme de cigarettes électroniques, dans d'autres villes en France, toujours loin de Paris. Montpellier, Toulouse, Nantes et Lyon. Et devinez quoi? À Lyon, j'ai aussi une copine avec qui je bosse souvent. Elle est très sympa. Coucou Camille, ça va? Ça va Manu? Ça se passe bien, Lyon? Ouais, c'est trop bien. Vous connaissez la suite. Cette fois, ce n'est pas IQOS, mais Vive, l'autre marque phare de Philip Morris, que les hôtes et hôtesses présentent. Camille filme aussi discretos avec son téléphone. En fait, on fait une petite animation pour l'information les plus bas. Et tester gratuitement des marques de cigarettes électroniques de la marque Vive. Faire un peu découvrir la marque et tester les saveurs. C'est 100% gratuit, c'est vraiment envie de faire tester les saveurs. Et voilà, je sais pas si vous intéresse. On a un séjour de 99 avec la cigarette. Ah, donc c'est des... Ok, ouais. Et sinon, on a une animation. Ok, bah je vais en prendre une. Enfin... T'as déjà rempli le questionnaire ou pas? Non. C'est obligatoire? Oui. Des hôtes et des hôtesses tournent dans plusieurs bars de Lyon, jusqu'à 2h30 du matin. Et c'est le cas 3 fois par semaine. L'objectif? Récolter les contacts de 88 000 personnes. 88 000 clients potentiels Vive et IQOS en 1 an. À Lyon et dans les autres villes où ils sont présents, les ventes seraient déjà 37% supérieures à la moyenne nationale. Mais toute cette stratégie, c'est légal ou pas? Qu'en pense Martin Drago? C'est quand même à cause d'associations comme la sienne que Philip Morris a dû délocaliser toute sa stratégie loin de Paris. Je lui montre les animations organisées dans les bars. Est-ce qu'il y a un doute à un moment qu'il ne s'agit pas, dans ce qu'on vient de voir, de publicité ou de promotion directe ou indirecte ou de parrainage en vue de vendre des produits du tabac ou du vapotage? C'est ça la question. Et là, en fait, évidemment, il n'y a aucun doute. Évidemment que c'est illégal. Ah oui, parce qu'en France, la publicité sur les cigarettes et les cigarettes électroniques est interdite. Et ça,
c'est le Code de la santé publique qui le dit. OK ? Et évidemment que l'industrie le sait, parce qu'elle est obligée de se cacher pour le faire. Donc finalement, le but de ces industriels, c'est juste de vendre des produits, et s'ils ont une sanction de quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros tous les 5 ans, en fait, ils n'ont pas grand-chose à faire. Leur profit est tellement gigantesque qu'ils peuvent bien se permettre une petite sanction de la justice quelquefois. Il est temps de repartir en stage. Et là, j'hallucine. Philip Morris célèbre Octobre Rose, le mois de la lutte contre le cancer du sein. Des affiches roses. Tiens, on rappelle même que le tabac en est un facteur de risque. Des fanions roses. Des bonbons roses. Et une conférence pour nous rappeler les bons gestes de prévention. Pour ce qui est du vente du sang, on est par rapport à 12 757 décès par an. On en oublierait presque qu'ici, on vend des clopes. Redorer l'image du cigarettier, c'est d'ailleurs la mission d'une des équipes de Philip Morris. Vous vous demandez en quoi ça consiste ? Ça tombe bien. J'ai un rendez-vous avec l'un d'eux autour d'un café. L'objectif des équipes, c'est d'aller justement rencontrer des personnes qui pourraient avoir de l'influence sur ce type de sujet et d'aller porter des messages. C'est quoi les grands messages qu'on fait passer C'est la transformation. C'est le fait qu'on se transforme, qu'aujourd'hui, justement, on s'autodisrupte, qu'on a un projet pour l'avenir qui est justement de passer à des alternatives sans fumer. En fait, on va délivrer notre message et continuer à influencer pour qu'en fait, tu as un niveau politique, mais tu as aussi l'opinion publique que tu dois influencer. Genre, est-ce qu'on a des gens qui, historiquement, en fait, ont toujours été de notre côté, qui nous aident, etc. La droite va être plus favorable et puis il va y avoir cette notion de liberté qui revient, donc qui va être plus favorable à la cigarette que la gauche. Ouais. Très clairement, c'est du lobbying. Du lobbying ? C'est quoi exactement ? C'est intéressant, mais merci pour ok. Philip Morris tenterait donc de faire pression sur les pouvoirs publics pour faire valoir ses intérêts. Ma journée finie, j'essaie de trouver plus d'informations. Et c'est ce qui m'amène sur le site de la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. En gros, c'est un site du gouvernement qui liste tous les lobbyistes de France et tout ce qu'ils font pour influencer les politiques. C'est à disposition de n'importe quel citoyen. Une mine d'or de données. Absolument incompréhensible. Alors pour déchiffrer toutes ces lignes d'information, je fais appel à l'homme qui masterise la HATVP. Lui, c'est mon gars sûr. Et il va bien m'aider. Raphaël Lachiez est chercheur en mathématiques et statisticien. À ses heures perdues, il a créé un algorithme pour faire parler cette base de données. Je lui demande de quantifier les budgets de lobbying du secteur de la cigarette et de la cigarette électronique. Donc sur l'année 2024, on se rend compte que c'est 29 entités qui sont plutôt pro-industrie et ont un budget de 2 millions d'euros sur 2024. 2 255 584 € pour être précis. Dépensés selon cette base de données par l'industrie du tabac et du vapotage pour influencer et défendre leurs intérêts. Et devinez qui serait le premier ? Philip Morris France, 650 000. Sachant qu'ils ont aussi payé des cabinets pour faire d'autres actions pour eux. Donc eux, je pense que c'est vraiment Philip Morris qui a dépensé le plus. 650 000 €. Et il ne s'agirait ici que d'un montant déclaratif. Cela engloberait les salaires des lobbyistes, la rédaction de rapports pour influencer le débat public, les dépenses pour organiser des conférences ou inviter certains politiques à des événements. Ils ont compris que l'influence directe auprès des politiques était indispensable pour leur survie et pour qu'ils prospèrent. Ouais. Et qui est principalement visé ? C'est les parlementaires. Donc les parlementaires, c'est des gens qui vont être le plus visés par le lobbying en général et par le tabac en particulier. C'est des gens qui écrivent les lois.
et qui écrivent la régulation qu'il peut y avoir ou ne pas y avoir sur un sujet. Donc si on veut qu'une loi ou qu'un amendement apparaisse ou n'apparaisse pas, c'est effectivement à eux qu'il faut s'adresser. Mais est-ce que l'industrie de la cigarette et de la cigarette électronique arrive vraiment à convaincre les députés et les sénateurs? Un homme a tenté de le savoir. Christophe Palaise, ancien déontologue de l'Assemblée nationale. Le déontologue de l'Assemblée nationale, c'est celui qui veille à ce que les lobbyistes respectent les règles. Les lobbyistes viennent à l'Assemblée rencontrer les députés. Effectivement, ce sont des réunions qui peuvent être soit des réunions un peu conviviales autour d'une table, dans un restaurant, mais qui peuvent être aussi à l'Assemblée, dans une salle de réunion. Et ces relations, elles peuvent devenir, dans certains cas, un peu plus familières, voire peut-être amicales. En 2023, Christophe Palaise observe l'influence de l'industrie de la cigarette jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il l'a même signalé dans son rapport annuel. Et pour la première fois, il accepte d'en parler face caméra. Ce secteur est soumis à un texte international, un traité, qui est la convention cadre de l'OMS. Il y a un conflit fondamental et inconciliable, je cite, entre les intérêts de l'industrie du tabac et ceux de la politique de santé publique. Le fait qu'un cigarettier ait une influence directe sur des parlementaires, effectivement, pose un problème, qu'il s'agisse de la cigarette classique ou de la cigarette électronique. Est-ce que vous avez en tête, vous, des noms de députés qui étaient particulièrement proches? Non, je ne peux évidemment citer aucun nom. Là, je vous renvoie au fait que tous les débats de l'Assemblée sont publics. Alors je décide de reprendre sa méthode. À chaque projet de loi, les députés déposent des amendements. Il s'agit de suggestions pour modifier la loi. Parmi tous les amendements qui parlent de tabac, de vapoteuses, de nicotine, de cigarettes et de cigarettes électroniques, un nom revient souvent. Celui de Charles de Courson. Charles de Courson est député de la Marne, affilié au groupe politique des indépendants Lyotte, de centre droit. Parmi ses combats, un en particulier. Réduire la taxation des cigarettes électroniques de tabac à chauffer, comme l'Aïkos de Philip Morris. Et truc de dingue, à la fin d'un de ces amendements, une petite phrase qui a le mérite d'être claire. Cet amendement a été pensé en collaboration avec Philip Morris France, SAS. Une collaboration entre un cigarettier et un député? Mais c'est autorisé, ça? Bonjour. Bonjour, madame, messieurs. Le mieux, c'est d'aller demander directement à l'intéressé, Charles de Courson lui-même. Écoutez, on reçoit beaucoup d'amendements de tous les lobbies possibles. Ça fait partie de la démocratie. Voilà. Moi, je les regarde et j'en prends certains. Les cigarettiers sont des acteurs comme les autres. Bien sûr, ce sont des lobbies. La cigarette n'est pas interdite en France. Parce qu'il y a au moins un amendement qui a été, qu'on pourrait dire, qui a été soufflé par Philip Morris, que nous nous sommes procurés. Il date du 30 septembre 2021. Et vous indiquez carrément dans cet amendement que cet amendement a été pensé en collaboration avec Philip Morris France SAS. Oui. Là, c'est écrit. Bien sûr. Juste en en bien bas. sûr. Ben oui. Vous savez qu'il est maintenant une tradition qu'on essaie d'indiquer dans l'exposé des motifs d'où vient cet amendement. Donc c'est Philip Morris France qui vous écrit les amendements que vous proposez sur les alternatives. Ça peut m'arriver s'ils sont bien rédigés. Parfois, je les modifie. Parfois, je les écarte. Mais il n'y a pas que Philip Morris, je vous rappelle. Hein, moi, j'ai eu bien d'autres. J'ai des débitants de tabac aussi qui viennent me voir. Le syndicat des débitants de tabac qui dit 7%, c'est pas possible. La fiscalité n'est pas adoptée, etc. Quand on en vient justement à rencontrer les cigarettiers tels que Philip Morris, collaborer avec eux, est-ce que vraiment les intérêts de Philip Morris peuvent être compatibles? Madame, il y a quelque chose qui est insupportable, qui est de considérer que les parlementaires n'ont pas le droit de rencontrer les différents lobbies. On ne fait que cela.
c'est comme si vous me disiez l'intérêt des agriculteurs, est-ce qu'il est compatible avec santé? C'est comme vous me disiez l'intérêt des industriels. Oui, mais moi, je vous pose le problème. C'est un problème beaucoup plus général, ce que vous faites. Qui doit définir l'intérêt général? Les représentants du peuple. OK? OK. Mais est-ce que c'est vraiment OK de collaborer aussi étroitement avec un cigarettier? Qu'en pense Martin Drago de l'association anti-tabac? Ça pose déjà problème d'un niveau éthique et politique. C'est-à-dire qu'on a un parlementaire qui a accepté de retransmettre l'avis ou de discuter avec Philippe Maurice pour influer sur la loi, en sachant que c'était une industrie puissamment mortifère depuis plusieurs dizaines d'années. Donc si un parlementaire discute avec l'industrie du tabac, ça devrait être fait de façon transparente. Et est-ce qu'on a accès au compte-rendu de la réunion entre ce parlementaire et Philippe Maurice? Je ne pense pas. Et évidemment, un amendement qui est comme ça signé de manière explicite par Philippe Maurice, il a été construit par Philippe Maurice, il n'y a aucun doute qu'en fait, c'est souvent juste du copier-coller. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se rend compte des opérations. Au-delà des rencontres et des échanges de mails, une raison bien simple expliquerait cette relation si particulière qui lie des députés et des lobbyistes. Les portes tournantes. La porte tournante, c'est quelqu'un qui va, pendant un certain temps, être salarié ou partie d'une institution, d'accord, ou d'un gouvernement, d'un ministère, et puis qui va ensuite partir chez l'industrie. Okay, et l'industrie, c'est un peu une proie en or pour elle. Pourquoi? Parce que cette personne qui a travaillé par exemple pendant plusieurs années au Parlement, il a une connaissance parfaite des institutions, et surtout il a un réseau, il a un carnet d'adresses. Et donc si j'ai besoin de faire parler d'un amendement, en fait moi j'ai ma connaissance, j'ai travaillé 5 ans avec cette personne, attends je vais l'appeler, j'ai son téléphone direct, j'ai son mail, etc. Je vais faire passer mon amendement. Le principe de la porte tournante, on appelle ça familièrement le pantouflage. Et vous allez rire, là encore, je vais prendre l'exemple de Philippe Maurice. Chez Philippe Maurice, au sein de l'équipe Affaires externes, coucou les lobbyistes, on compte 9 salariés. Et parmi ces salariés, au moins 4 sont d'anciens collaborateurs parlementaires. Et vous ne devinerez jamais pour qui l'un des salariés de Philippe Maurice a travaillé. Charles de Courson. Il n'était pas maxi content, mais j'ai quand même voulu lui poser la question. Il y a une dernière chose qui vous lie avec Philippe Maurice, c'est votre ancienne collaboratrice. Vous continuez du coup à entretenir des liens avec elle. Est-ce que vous pensez que c'est... Des liens d'amitié, oui. Mes anciens assistants m'aiment bien, si vous voulez, donc ils viennent me voir, vous voyez. Mais la question, c'est plus de savoir, est-ce qu'on peut considérer ça comme du pantouflage et que du coup, est-ce que vous entretenez des liens encore avec elle qui pourraient véhiculer des messages? Mais je ne vois pas quel est le problème de pantouflage. C'est pas un pantouflage. Moi, j'ai beaucoup de mes anciens collaborateurs qui sont allés dans des cabinets dits de relations publiques ou qui sont dans une grande boîte aux relations publiques, etc. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les réseaux, ils connaissent le fonctionnement de l'Assemblée. Et quand il y a des problèmes de leurs entreprises, ils viennent voir les parlementaires, les présidents de commission, les rapporteurs, etc. pour essayer d'expliquer quelle est leur position et ce qu'ils demandent à la représentation nationale. Voilà, c'est une manière d'influencer aussi. Comment? C'est une manière de... Mais c'est pas parce que vous avez un contact avec une personne que cette personne va vous convaincre. Moi, j'assume mes contacts. J'en ai énormément avec des gens extrêmement variés dans énormément de domaines. Et je trouve ça très enrichissant. C'est pas moi qui l'ai recruté. Je suis pas le patron de Philippe Maurice. Allez interroger Philippe Maurice pourquoi ils ont recruté une de mes anciennes assistantes. Oui, j'aurais bien voulu, monsieur de Courson. Mais impossible. Rien à voir avec votre interview. Entre-temps, mes accès ont été bloqués. Mon stage est terminé. Quelques jours plus tard, Philippe Maurice me contacte par courrier pour s'assurer que je n'ai gardé aucune copie, aucune photo, aucun enregistrement ou document original. Il est temps pour moi de faire le bilan de tout ce que j'ai appris. Si j'ai découvert certaines des stratégies de marketing et de lobbying en France, ce ne serait que la partie émergée de l'iceberg. L'industrie de la cigarette et de la cigarette électronique miserait tout sur l'Europe. Sur l'échelle européenne, il y a quasiment plus d'une centaine d'acteurs dont le seul travail est de faire du lobbying au niveau de l'Union européenne et qui dépensent chaque année plusieurs dizaines de millions d'euros avec 200 personnes. C'est gigantesque et ça marche. Quelle est la dernière victoire au niveau européen de l'industrie du tabac? Eh bien, c'est notamment que
les textes qui encadrent la régulation du tabac et du vapotage et des tabacs chauffés, des nouveaux produits, a pris énormément de retard. Donc évidemment, il y a un côté David contre Goliath. Sur la cigarette électronique, c'est sûr qu'ils ont normalisé ce produit-là. En fait, on voit bien qu'ils mettent de côté la santé publique, la loi, et que le seul intérêt de ces industries, c'est le pur profit. Ce qui est dangereux et ce qui est, j'ai envie de dire, un peu triste, quoi, c'est que cette industrie, elle joue avec la santé des gens, qu'elle a déjà plusieurs dizaines de millions de morts sur la conscience, et qu'en fait, elle continue. Après 1 an d'enquête, on envoie une demande d'interview à Philip Morris avec 12 questions précises. Il refuse, mais voici ce qu'il répond par mail. Philip Morris International s'engage depuis plus de 15 ans pour un avenir sans fumée, en proposant aux fumeurs adultes des alternatives scientifiquement validées et reconnues comme moins nocives que la cigarette, tabac chauffé, e-cigarette et sachets de nicotine. Ces produits respectent les normes internationales et sont soutenus par plus de 750 études indépendantes, ainsi que par la reconnaissance de dizaines de gouvernements et d'institutions sanitaires à travers le monde, comme le BFR allemand ou la FDA américaine. La protection des mineurs est une priorité absolue. Nos produits sont exclusivement destinés aux adultes et nous soutenons les contrôles d'âge stricts. En France, les politiques publiques de santé ignorent la réduction des risques, privant ainsi les fumeurs d'information et de toute motivation à se tourner vers des alternatives moins nocives. L'innovation responsable, fondée sur la science, peut contribuer à améliorer la santé publique. L'ignorer, c'est ne laisser aux fumeurs qu'un seul choix, la cigarette, au détriment de leur santé et de la santé publique. À cause de cette enquête, j'ai augmenté ma consommation de cigarettes électroniques. Je me rends compte que ça fait maintenant plus de 15 ans que je me fais enfumer. Et malheureusement, je suis pas toute seule. Mais après tout ce que j'ai découvert, je sais pas vous, mais moi, j'ai plus du tout envie de fumer.